Bonjour à tous, bienvenue dans ce 8e épisode de la série Mon portefeuille PEA, série dans laquelle je présente tous les mois mes positions en portefeuille PEA. Alors on commence par les recommandations d'usage. Les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Par ailleurs, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, et j'insiste là-dessus, celui-ci correspondant à des facteurs, c'est-à-dire un profil d'investisseur, un horizon d'investissement et une approche spécifique à l'auteur de cette vidéo. Enfin, tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Allez, on y va, et on commence directement avec mon portefeuille PEA, donc chez Bourse Direct. Donc comme d'habitude, je vais utiliser des copies d'écran et puis je vais vous présenter les slides en détaillant mes positions. Alors, on va zoomer pour que tout le monde y voit plus clair. Alors, en date du 5 août 2020, on voit que mon PEA est valorisé à hauteur de 11 645 €. On voit également que je dispose d'un solde d'espèces de 1 470 €. Alors, comme d'habitude, j'ai classé les lignes par ordre d'importance, avec les lignes étant les mieux valorisées en haut et les lignes étant les moins valorisées en bas. C'est-à-dire que mes plus grosses positions sont en haut, on le voit ici au niveau du poids que ça représente dans le portefeuille, et les lignes les moins importantes se trouvent en bas. Alors, parmi les lignes les plus importantes, on va toujours retrouver Total, qui représente 18% du portefeuille, mais on le verra ensuite dans les différents diagrammes que je vais présenter. On retrouve également l'ETF Lyxor PEA Turquie, on retrouve Renault et on retrouve Maison du Monde. Les lignes qui suivent sont légèrement moins importantes. Alors, je vais détailler mes prises de position au cours du mois de juillet 2020. On y va. Donc, j'ai augmenté ma position de 2 actions sur Total. Alors, première remarque, on voit que Total SA est devenu Total SE, donc société européenne et non société française. La deuxième chose, c'est que j'ai 2 actions supplémentaires. Alors pourquoi 2 actions supplémentaires? Tout simplement puisque j'ai décidé de réinvestir l'entièreté de mon dividende, et donc j'ai fait l'acquisition de 2 actions supplémentaires à 28,80 €, ce qui me fait désormais 65 actions totales. On voit que mon PRU a légèrement baissé puisqu'on était aux alentours de 39,70 € et on est passé à un PRU de 39,36 €. Alors, deuxième ligne que j'ai modifiée, c'est la ligne Maison du Monde. J'ai vendu 25 actions Maison du Monde. Alors pourquoi? Je vais l'expliquer juste après. J'avais 125 actions Maison du Monde, j'en ai désormais 100. Alors les résultats de Maison du Monde ont été plutôt bien accueillis par le marché, ce qui fait que le titre est plutôt bien monté, a continué de monter, puisqu'on était, je vous le rappelle, descendu aux alentours des 5 € sur le titre. On est remonté à 13 € et on voit que par rapport à mon PRU, je suis en plus-value latente de 14,48%. Donc j'ai profité de cette très forte hausse de Maison du Monde, et je vais en parler juste après avec un graphique, pour alléger légèrement ma position. Alors le but, c'est pas d'alléger pour le très long terme, le but, vous allez voir, c'est un allègement tactique, ce qui veut dire que si jamais l'action venait à recorriger dans les mois qui viennent, j'en profiterai pour réaugmenter ma position. Alors j'ai augmenté ma position sur Eutelsat puisque j'ai fait l'acquisition de 20 actions Eutelsat, ce qui porte désormais ma position à 111 actions sur Eutelsat à un prix de revient unitaire de 10,89 €. Alors j'ai renforcé ma position, pour autant je n'ai pas renforcé fortement ma position, et je vais avoir l'occasion d'expliquer pourquoi juste après. Alors j'ai également renforcé ma position sur Danone puisque j'ai fait l'acquisition de 4 actions supplémentaires à un cours de 57 € environ, et je compte renforcer cette position si jamais mon hypothèse de poursuite du mouvement baissier sur le titre se matérialise. D'accord, ce qui veut dire que si le titre venait à toucher les 53 € puis les 50 €, et pourquoi pas descendre en dessous des 50 €, je continuerai à construire une ligne tranquillement mais sûrement sur Danone. Alors, on va trouver une nouvelle ligne dans le portefeuille PEA qui est la ligne Accor, puisque j'ai procédé à l'achat de 11 actions à un cours inférieur à 22 €. Et donc là, c'est pareil, je vais expliquer dans la vidéo pourquoi j'ai procédé à l'achat de titres Accor. Voilà, donc le portefeuille se compose actuellement de 12 lignes, on a 11 actions et un ETF sur la Turquie qui baisse plutôt pas mal en ce moment, puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, l'ETF sur la Turquie est en baisse de 20% par rapport à mon prix de revient unitaire.
Alors je vais rapidement commencer avec mon allègement sur le titre Maison du Monde. Donc on voit que Maison du Monde depuis ses plus bas du mois de mars 2020 en fait a repris 149%. Alors par rapport à l'analyse technique que j'avais faite du titre, alors je vous renvoie à l'analyse technique que j'avais faite sur le titre Maison du Monde, vous le trouverez dans la playlist analyse technique PEA. Et donc sur l'analyse technique que j'avais faite, j'avais signalé qu'on avait un biseau descendant. Et donc ce qui se passe généralement sur les biseaux descendants, c'est qu'on a une cassure de ce biseau avec une accélération baissière avant une réintégration du biseau. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur Maison du Monde ici, puisqu'on a eu une cassure du biseau début 2020, une très forte accélération baissière même, puisqu'on est venu toucher les 5 € avant une très forte remontée. Alors le titre a repris 149% depuis les plus bas. De mon côté, j'ai une ligne qui affiche une plus-value latente de 14% environ. Alors ce qu'on peut voir d'un point de vue technique, c'est tout simplement qu'on est revenu chercher les moyennes mobiles exponentielles 52-55 périodes ici, donc on est en fréquence hebdomadaire. Généralement ce qui se passe, c'est qu'en fait on peut passer au-dessus. Mais généralement ce qui se passe, c'est qu'à un moment on a un rappel en dessous de cette moyenne mobile ou de cette zone de moyenne mobile 52-55 périodes. Ce qui veut dire qu'en fait le titre Maison du Monde pourrait tout à fait revenir chercher le haut du biseau ici. On voit également qu'on a une zone de gap en fréquence journalière que j'ai matérialisée en rouge ici. Donc le cours de Maison du Monde pourrait tout à fait venir chercher le haut du biseau descendant ici avant d'entamer un pullback et de revenir au sein du biseau descendant. Donc bien entendu, si on a un pullback dans la zone des 9-10 €, je reviendrai probablement sur le titre Maison du Monde en renforçant potentiellement ma position. Alors on continue avec le titre Eutelsat, on voit qu'on avait à peu près la même configuration avec un biseau descendant. Alors moins marqué, pourquoi? Parce qu'il est issu d'un retournement, vous voyez, d'un retournement comme ceci, on a une sorte de cloche. Donc il est moins net que sur Maison du Monde. Sur Maison du Monde, on avait un retournement haut, puis une très forte baisse, puis la constitution d'un biseau baissier. Donc un peu plus intéressant. Ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un cours qui a oscillé au sein du biseau descendant. Donc j'avais à peu près tracé le même graphe que sur Maison du Monde, vous voyez. On est venu chercher des niveaux beaucoup plus bas. J'avais un objectif à 10,20 €. Pour le moment, vous voyez, on est en train de tutoyer les 8 €. Alors plusieurs scénarios sur Eutelsat. Le premier, c'est le scénario d'un rebond ici en direction des 10 €. Vous voyez, on pourrait avoir un petit rebond ici. Pourquoi? Parce qu'on a une zone ici de support qui était testée une fois. On est venu s'appuyer ici et puis on a des petites toupies sur cette zone. Ça veut dire que les investisseurs, en tout cas les vendeurs à découvert, n'ont pour le moment plus trop d'intérêt dans cette zone. Alors pour autant, il faudrait retrouver des acheteurs, ce qui n'est pas encore fait. Donc premier scénario, on a un premier rebond ici, on pourrait revenir chercher les 10 €, premier scénario possible, avec potentiellement ensuite la construction d'un double bottom, pourquoi pas, donc on pourra avoir quelque chose comme ça, un premier V, un deuxième V, puis on repart, ou alors un deuxième V ici, un deuxième V plus bas, et on repart. Deuxième scénario, le titre continue sa descente et vient chercher ici une zone que j'ai matérialisée aux alentours des 6,50 €. Alors au moment où je tourne cette vidéo, le cours d'Eutelsat est à 8,70 €. Donc si on soustrait le versement du dividende, donc on retire 91 centimes, on va arrondir, on retire 1 €, donc on est à 7,70 €, un peu plus haut, 7,80 €. Donc vous voyez, on pourrait rapidement redescendre sur les 7 €, peut-être 6,50 €. C'est une possibilité, d'autant plus que quand on regarde un peu la figure ici en termes chartistes, on voit ici qu'on a une sorte de double top, donc un double top intermédiaire, donc à l'issue d'une descente, double top. Si on reporte ici la hauteur du sommet le plus haut, ça nous donne un objectif ici matérialisé en rouge. D'accord, donc une descente jusqu'à 7 €, voire 6,50 € n'est pas impossible sur le titre Eutelsat. D'accord, donc c'est pour dire que le titre Eutelsat présente potentiellement un intérêt d'un point de vue fondamental. Pour autant, graphiquement, on a toujours un risque de descente en dessous des 7 €. Voilà. De mon côté, comme vous l'avez vu, j'ai continué à acheter des actions Eutelsat, mais de manière contenue. Alors, on enchaîne avec le titre Danone, et vous voyez ici, j'ai mis le commentaire d'une personne qui m'avait dit « Tu allèges Danone alors qu'elle a été très faiblement impactée par la crise ». Donc pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, en fait j'ai allégé Danone aux alentours de 61-62 € de mémoire.
et j'avais expliqué dans une vidéo que le titre était plutôt très bien valorisé, peut-être trop bien valorisé, et que techniquement on avait un risque de rechute en dessous des 60 €. J'avais également expliqué que j'étais plutôt acheteur de Danone en dessous des 60 €. Et donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai procédé à l'achat de 4 nouvelles actions en dessous de 60 €, donc dans la zone des 57 €, et que je compte continuer à procéder à des achats d'actions sur Danone au fur et à mesure du temps qui passe. Pourquoi? Parce que Danone historiquement connaît des périodes de sous-performance, mais également des périodes de retracement importants. On le voit ici entre 1992 et 1997, on le voit ici entre 2000 et 2004, et on le voit ici entre 2006 ou 2007 et 2009. Donc on est actuellement en période de récession mondiale, et donc probablement qu'on va avoir une correction sur le titre Danone qui va ressembler à la correction des années 2007-2009. Donc à l'époque, la correction avait duré 2 ans. Ici, elle pourrait également durer 2 ans. On voit que le point haut a été fait en 2019. Si je rajoute 2 ans, ça nous donne 2021. Et donc, on pourrait avoir un point bas entre la fin d'année et la moitié de l'an 2021. Alors, on voit par ailleurs que le titre évolue historiquement au sein d'un canal ascendant et que le titre est potentiellement en train de casser son support historique, ce qui pourrait nous envoyer sur la zone qui est ici à l'aide d'un report de canal. D'accord, donc je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée sur les reports de canal, sur le canal haussier et le canal baissier. Quand on a une zone de support qui casse comme ceci, donc en clôture mensuelle, donc pour le moment vous voyez que le cours n'a pas clôturé en dessous de cette zone, ça pourrait arriver à la fin de ce mois-ci. Si jamais les cours de Danone clôturent en dessous du support, très largement en dessous du support, on pourrait ensuite potentiellement viser un objectif dans la zone située entre 39 € et 48 € par ici. D'accord? Donc on aurait ici potentiellement une belle zone d'achat dans cette zone. D'accord? De mon côté, j'ai pour intention de constituer une ligne au fur et à mesure du temps qui passe, et donc je vais procéder comme d'habitude par une acquisition de Danone par palier. Alors je vais maintenant passer au titre Accor pour essayer d'expliquer pourquoi je commence à constituer une ligne sur le titre Accor. Donc Accor, c'est l'un des premiers groupes hôteliers du monde. Parmi les principaux concurrents d'Accor, on va trouver Hilton, Marriott, Intercontinental et Best Western. Alors Accor, c'est un portefeuille de 5000 hôtels, un peu plus de 5000 hôtels. De mémoire, je pense que le groupe a environ 5100 ou 5200 hôtels désormais, qu'il prévoit d'en ouvrir 2000 dans les 3-4 années qui viennent. Alors Accor est positionné aux 4 coins du monde, ce qui veut dire également que le titre bénéficie d'une diversification importante, que ce soit en termes géographiques ou en termes de devises. Alors Accor est un groupe hôtelier positionné aussi bien sur la gamme économique que le milieu de gamme et que le haut de gamme, c'est-à-dire le luxe. Alors parmi les marques les plus connues, on va trouver Raffles, on va trouver les hôtels Fairmont, on va trouver les Sofitel, on va trouver également les hôtels Pullman, ou bien encore Movenpick pour ceux qui connaissent en Afrique. On va trouver les hôtels Grand Mercure, et puis on va également trouver les hôtels Novotel, on va trouver les hôtels Ibis, donc Ibis, Ibis Style et Ibis Budget, et on va trouver les hôtels Formule 1, donc ici sur la catégorie économique. Alors ce qui m'intéresse particulièrement dans le groupe Accor, c'est la mise en place d'une nouvelle stratégie dite Asset Light. Alors Asset Light, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se défait de ces hôtels et puis on favorise la gestion hôtelière et on favorise les franchises. Alors cette stratégie a été mise en place pour la première fois par Marriott, donc c'est en 1993. Cette stratégie a permis à Marriott de faire exploser ses marges, donc avec des marges brutes et des marges nettes qui ont fortement augmenté. Et cette stratégie a été mise en place ensuite par d'autres grands groupes hôteliers mondiaux comme Hilton, comme Intercontinental. Alors, la croissance chez Accor va se jouer au niveau organique et également au niveau des acquisitions, donc c'est-à-dire croissance externe. Ce qui veut dire qu'en fait, en vendant ces hôtels, en vendant les murs de ces hôtels, Accor va pouvoir réinvestir le cash à disposition pour faire augmenter sa présence au niveau mondial. D'accord, ce qui veut dire que ça va booster potentiellement la marque Accor et les marques associées comme on a vu juste avant. D'accord, puisqu'en fait en augmentant ses parts de marché, le groupe Accor va augmenter sa visibilité. Alors le groupe met en avant le fait qu'il compte accroître sa présence sur les marchés émergents, donc notamment au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne.
Le groupe Accor met également en avant le fait qu'il compte davantage se focaliser sur le segment du luxe, d'accord, avec des marques de luxe, le lifestyle, les resorts et les résidences. Alors, on va regarder rapidement en quoi consiste cette stratégie asset light. Donc, je l'ai mis ici. La stratégie asset light va permettre une séparation de l'immobilier et de la gestion des actifs, ce qui va permettre d'augmenter les marges, d'augmenter les multiples de valorisation, d'augmenter le nombre d'hôtels managés et franchisés, donc ça veut dire de la croissance pour le groupe, et va également diminuer le risque du groupe avec une réduction du levier financier. Autrement dit, je pense que cette stratégie asset light, alors bien entendu, ce n'est que mon opinion, ce n'est que mon opinion, je pense que cette stratégie asset light va grandement bénéficier au groupe Accor dans les années qui viennent. Alors on voit ici la répartition des hôtels du groupe Accor, donc entre le haut de gamme, le milieu de gamme et la gamme économique. Et ce qu'on voit surtout, c'est le nombre d'hôtels managés et franchisés. Vous voyez, donc 2300 hôtels managés, donc sous gestion, et 2400 hôtels franchisés. Ce qui veut dire que la stratégie, le changement de stratégie est déjà bien avancé. Alors si on regarde la répartition des hôtels Accor à travers le monde, je vous ai mis une carte ici que j'ai récupérée sur le site du groupe Accor, groupeaccor.com, groupe.accor.com pour être précis. Donc quand on regarde la répartition des sites, on voit que les hôtels sont très bien placés à travers le monde, notamment au niveau des pays émergents. Et comme vous l'aurez remarqué, j'aime bien ces valeurs qui investissent dans les pays émergents. Pourquoi? Parce que la croissance future, à mes yeux, viendra de ces pays émergents. Alors, si on regarde juste l'Afrique, par exemple ici, on voit qu'Accor a 21 hôtels dans le sud de l'Afrique, alors notamment en Afrique du Sud, avec les marques Movenpick, mais également au Lesotho, en Tanzanie, au Nigeria, au Kenya. On va retrouver également des hôtels ici dans cette zone, donc au niveau du Cameroun, et puis on a des hôtels ici, notamment au Maroc, mais aussi en Égypte, d'accord, et également à Madagascar. Au niveau de l'Amérique latine, le titre est très bien représenté, donc l'entreprise est très bien placée, notamment au Brésil. Et on va retrouver également une très belle position du titre en Asie du Sud-Est, notamment ici. Donc on va retrouver Singapour, on va retrouver la Thaïlande, on va retrouver la Malaisie. Donc le titre est un titre plutôt européen, avec des hôtels plutôt positionnés en Europe. On le voit, 2669 hôtels positionnés en Europe. Mais le titre, en fait, est en train de s'étendre, est en train de conquérir le monde, et donc je pense que c'est plutôt la bonne stratégie à avoir. Alors au niveau technique, donc ça c'est le titre Accor en fréquence mensuelle. Au niveau technique, on voit qu'historiquement, depuis 1986, le titre évolue dans un canal aussi ascendant. Alors on voit que le titre est extrêmement volatile. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le titre est extrêmement cyclique, extrêmement dépendant de l'activité économique. D'accord, donc historiquement, la baisse du titre correspond aux périodes de récession. On le voit ici sur la période 2001-2003, on le voit ici sur la période 2007-2010, donc on a la récession de 2008-2009, et puis on le voit récemment ici avec une très forte chute qui correspond à la récession en cours. Alors d'un point de vue technique, on remarque par ailleurs une potentielle sortie ici du canal ascendant historique. Donc on a un titre qui vient de casser son support. Alors on voit qu'historiquement le titre est déjà venu pénétrer cette zone de support. On voit que le support est relativement large. Alors historiquement on voit que le titre oscille parfois au-dessus de sa zone de résistance, en dessous de sa zone de support. Vous voyez comme ceci, le titre est extrêmement volatile. Alors de mon côté, je pense qu'en fait le titre est en train de se stabiliser dans une sorte de canal horizontal, matérialisé ici par une zone de résistance en orange en haut et une zone de support en orange en bas. Ce qui veut dire qu'en fait le titre depuis 1998 ne fait pas grand chose, oscille en bas dans la zone des 20 € environ et revient en haut dans la zone des 50 €. Alors l'idée ici pour moi c'est d'acheter dans cette zone. C'est-à-dire que j'ai commencé à prendre position en dessous des 22 € ici. Et l'idée, c'est d'acheter le titre si jamais il vient chercher des niveaux un peu plus bas, c'est-à-dire les 16,50 € potentiellement, voire les 15,30 € qui serait l'objectif de la figure de retournement chartiste ici en triple sommet, triple top. D'accord? Donc si je reporte ici la hauteur de mon triple top, j'obtiens un objectif de 15,30 €, ce qui me semble être le point bas potentiel sur le titre Accor. Voilà, donc l'idée que j'ai, c'est que le titre Accor pourrait continuer à souffrir pendant les mois qui viennent, voire pendant les trimestres qui viennent. Et donc l'idée pour moi sera de constituer une position sur Accor dans cette zone comprise entre 15 € et 22 €.
Voilà, avec pour objectif une remontée du cours lors de la sortie de crise qui interviendra forcément à un moment ou à un autre. Donc c'est vraiment une prise de position sur du long terme, donc avec un objectif à 7 ans, 10 ans ou plus. Alors, quelques chiffres rapidement sur Accor. Accor, c'est une capitalisation boursière de 5,9 milliards d'euros, donc c'est une mid-cap. Le groupe a connu un taux de croissance annuel des bénéfices sur les 5 dernières années de 11%, ce qui est plutôt pas mal. Le taux de croissance annuel des bénéfices attendu lors des 5 prochaines années est d'environ 10%, donc c'est-à-dire sur la continuité. Alors bien entendu, la crise actuelle va venir impacter ce taux de croissance, on est d'accord. Alors au niveau du rendement des capitaux employés, au cours des 5 dernières années, on voit que celui-ci est de 2,66% par an. Alors ce rendement annuel n'est vraiment pas très important, c'est pas terrible. Pour autant, je m'attends à une augmentation de ce rendement sur capitaux employés en raison du changement de stratégie du groupe Accor. On voit que le rendement sur capitaux propres, donc le ROE, Return on Equity, est de 13,89% au cours des 5 dernières années, ce qui est plutôt pas mal. Le PER du groupe est actuellement de 14,65 à comparer à un PER moyen lors des 5 dernières années de 27,61. Ce qui veut dire que le groupe a un potentiel de réappréciation d'environ 100% basé sur le PER historique des 5 dernières années. Donc c'est-à-dire que si le groupe parvenait à continuer à mettre en place sa stratégie, qu'il parvenait également à sortir de la crise à un horizon 18-24 mois, donc on peut penser qu'on sortira de la crise actuelle dans 18-24 mois maximum, on pourrait penser à une réappréciation, on peut imaginer que le titre Accor se réappréciera ensuite, d'accord? D'où l'idée de construire une position maintenant. Alors au niveau du current ratio, c'est-à-dire du ratio de liquidité générale, celui-ci est de 1,72, ce qui veut dire que le titre ou le groupe n'a aucun problème de liquidité à court terme, en tout cas à horizon 12 mois. Par ailleurs, le groupe a une dette nette sur capitaux propres de seulement 13,6%. Ce qui veut dire que l'entreprise est peu endettée et ce faible endettement est dû justement au choix d'une stratégie asset light. Ce qui veut dire qu'Accor a vendu ses murs et que maintenant elle dispose du cash pour éventuellement conquérir de nouveaux marchés. Alors on passe très rapidement à la synthèse de mon portefeuille, donc avec Google Drive. Donc ici, ce qu'on peut voir ici, c'est que j'ai investi pour le moment 12 450 €, que mon portefeuille est valorisé 11 645 €, ce qui veut dire que mon portefeuille affiche une moins-value latente de 6,46%. Rien de très inquiétant pour le moment. Alors même si je reçois quelques messages de personnes qui voudraient voir mon portefeuille décliner de 50%. Alors j'en profite pour faire un rappel. Quand on est investisseur boursier, quand on investit en bourse, de temps en temps, on a des chutes de marché, des chutes de cours de 50% ou plus. Ça fait partie de la vie d'investisseur. Et donc, il est important d'avoir conscience de ces risques quand on investit en bourse. D'accord ? Ce qui veut dire que mon portefeuille aujourd'hui est valorisé à 11 600 €. Bien entendu, si on partait dans un nouveau crack, d'accord, nouveau confinement, nouveau crack, on pourrait très bien voir le portefeuille décliner à 5 000 €. Alors certaines personnes me font la remarque en me disant « mais pourquoi tu ne vends pas tes positions? Pourquoi tu passes pas cash ?» Ok. Alors il y a deux éléments d'explication. Le premier, c'est que je suis un investisseur de très long terme puisque mon objectif est d'investir pendant les 30 prochaines années. Et donc ça fait seulement 1 an et demi en gros que j'ai commencé à investir en bourse, que j'ai commencé à construire en tout cas ce portefeuille. Et donc forcément il me reste environ 28 ans pour continuer de construire mon portefeuille. D'accord ? Ce qui veut dire que même si mon portefeuille aujourd'hui perdait 50% de sa valeur, je pense qu'à horizon 28 ans ça ne changerait pas grand chose. Pourquoi ? Parce qu'en versant environ 6 000 € sur mon portefeuille chaque année pendant les 28 prochaines années, ça fait plus de 200 000 € et donc c'est pas 5 000 € de baisse de portefeuille qui vont venir impacter mon moral. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est très dur d'anticiper les cracks et il est très dur d'anticiper ce qui va se passer. Ce qui veut dire que le portefeuille pourrait fortement chuter, pourrait également très fortement rebondir par la suite et ça pourrait se produire sur une période de 6 mois, 1 an et demi. D'accord ? Donc se mettre 100% cash, ça veut dire aussi potentiellement rater des opportunités ensuite. Alors bien entendu, si mon portefeuille était beaucoup plus important, donc je vais me projeter un peu plus tard, imaginons que mon portefeuille soit de 200 ou de 300 000 €, bien entendu dans une période comme celle-ci, j'aurais tendance à garder au moins 25% de cash
et pourquoi pas 40 à 50% de cash, d'accord, en attendant d'y voir plus clair. Voilà, donc ça explique un peu pourquoi je suis relativement bien investi dans le marché actuellement. Alors, je ne vais pas vous faire un récapitulatif de ce tableau, hein, vous le connaissez maintenant. Vous pourrez regarder un peu les chiffres en détail. Ici, on a les dividendes reçus. Hein, donc, vous voyez, Total m'a versé 130 € de dividendes pour le moment. J'ai reçu 12,25 € de dividendes de BIC et 8,40 € de Danone pour le moment. Ici, vous avez le récapitulatif de mes ventes. Donc vous voyez, hein, j'ai rajouté la vente de Maison du Monde ici, 25 actions avec une plus-value réalisée d'1,59 €. Le but n'est pas de valider une plus-value ici, mais d'alléger la ligne, et donc c'est un allègement tactique. Alors au niveau du portefeuille, on a le portefeuille suivant. J'ai 12,6% de liquidité. J'ai un ETF PEA Turquie qui représente 14,6%, donc constitué de 20 entreprises turques, qui souffre pas mal actuellement. Donc la question se posera sur le fait de renforcer ou non la position. Donc ça, ce sera décidé au cours du mois d'août potentiellement, voire au cours des mois qui viennent, au cours des mois qui suivent. J'ai une position de 18,8% sur Total, 14% sur Renault, 11,4% sur Maison du Monde, 2,5% sur Publicis, quasiment 4% sur Danone désormais, 4,4% sur BIC, 8,3% sur Eutelsat, 2% sur Inat Pharma, 2,7% sur Fontaine Pajot. J'attends une baisse sur le titre. Si jamais celle-ci vient, je pense que je renforcerai ma position. 2% sur AB InBev et désormais donc 2,1% sur le groupe Accor. Ce qui me fait bien un total de 11 645 €. Donc on descend ici. Alors j'ai un peu abrégé par rapport aux vidéos précédentes, tout simplement pour aller un peu droit au but. Hein. On est au cours du mois d'août, donc autant mettre en avant les éléments les plus importants. Donc allocation à la Peter Lynch, très rapidement, je vous rappelle que Peter Lynch aime bien allouer 30 à 40%, en tout cas il aimait bien allouer 30 à 40% de son portefeuille en fast growers, 10 à 20% en stalwarts, donc les valeurs piliers, les valeurs de grande qualité, 10 à 20% en valeurs cycliques et le reste dans les turnarounds, éventuellement dans les slow growers ou les asset plays. Donc comme d'habitude, je présente mon allocation à la Peter Lynch. Alors ce que j'ai fait, j'ai rajouté des couleurs ici en mettant les titres donc de manière détaillée, en mettant un peu comment je classe les titres. Donc on va retrouver parmi les fast growers, on va retrouver le titre Fontaine Pajot, Inat Pharma. Parmi les cyclicals, les valeurs cycliques, on va retrouver les titres Total, Maison du Monde, Publicis et désormais Accor. Dans les turnarounds, on va retrouver le titre Renault. Je n'ai aucun asset play. Dans les stalwarts, on va retrouver deux titres, donc Danone et AB InBev. Et dans les slow growers, on va retrouver Eutelsat et BIC. D'accord ? Ce qui veut dire que j'ai actuellement 6,6% du portefeuille investi en fast growers. Alors j'ai une annonce à faire, mais je pense que j'en parlerai dans la prochaine vidéo mensuelle, de reporting mensuel. C'est que je vais ouvrir un compte titre ordinaire chez DeGiro. Et donc je compte investir chaque année une certaine somme pour investir dans des valeurs de type fast growers, et plutôt des fast growers américaines ou allemandes ou européennes de manière générale, pour avoir un portefeuille uniquement constitué de valeurs qui pourraient être de futurs multi-baggers. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Alors on va retrouver également dans le portefeuille donc 19,8% de turnarounds, donc ça c'est Renault, 8% de stalwarts et 17,6% de slow growers. Le but étant de me rapprocher de l'allocation d'actifs qui est ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Alors si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour le moment, le record de likes sur les vidéos Mon Portefeuille PEA, c'est 373 likes. Voilà, donc si vous voulez combattre un record de likes sur cette vidéo, je vous invite à liker cette vidéo. Bien entendu, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci!